Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Daniel Curnier, vous êtes docteur en sciences de l'environnement et enseignant à l'université de Lausanne. Et donc, vous vous intéressez en particulier aux implications éducatives de l'entrée en Anthropocène à partir de différentes disciplines, à la fois des humanités, mais aussi des sciences du système Terre, donc avec une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas extrêmement ouverte et totalement consciente que pour aborder des enjeux aussi complexes que l'Anthropocène, il n'y a pas une science qui peut y répondre et qu'il faut travailler au métissage, au croisement. Donc, peut-être pour commencer cette affaire d'Anthropocène, parce que je ne sais pas si tout le monde, nous on baigne dedans du matin au soir, mais est-ce que, voilà, on va parler un peu de ça, de qu'est-ce que c'est l'Anthropocène, et ensuite on abordera d'autres sujets. Donc Daniel Curnier, qu'est-ce que c'est l'Anthropocène ? Quelle serait votre définition de cette affaire ? Alors, déjà bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je précise juste que j'enseigne pas à l'université de Lausanne, je suis plus actif dans la recherche, j'enseigne au lycée, dans un lycée pour adultes, j'enseigne la géographie. Donc ces questions continuent à m'habiter, mais je suis plus en prise directe avec la recherche, même si je continue d'aller à des colloques et des conférences pour me nourrir des recherches les plus récentes. Si on essaye de donner une définition de ce que c'est que l'Anthropocène, une définition très formelle, c'est une proposition de termes pour qualifier l'époque géologique dans laquelle la planète Terre serait entrée depuis, par exemple, 1950. Donc, le temps de l'histoire long de la Terre, il est découpé en éons, en ères, en périodes, en époques. Vous connaissez par exemple le Jurassique ou le Crétacé. Vous connaissez peut-être le Quaternaire, qui est la longue période froide dans laquelle on est encore. Et l'unité la plus petite dont on dispose, c'est l'époque. Depuis à peu près 11 700 ans, on est ou on était, ça dépend des points de vue, dans l'époque nommée l'Holocène, qui est caractérisée par, si on s'intéresse au climat, un climat qui est particulièrement doux, donc plus chaud que les températures précédentes, et aussi particulièrement stable. Et pour un certain nombre d'historiens, d'archéologues notamment, ces conditions-là, elles ont été déterminantes pour que l'agriculture puisse émerger et se développer dans différentes régions du monde de manière indépendante. Et par la suite, les villes, les civilisations et notre civilisation thermo-industrielle. Donc, l'Anthropocène, c'est une proposition qui vise à formaliser le fait qu'on serait sorti de cette époque de l'Holocène pour entrer dans quelque chose d'autre. Des équilibres écologiques qui sont différents de ceux qu'on a connus pendant les 11 700 dernières années. Et pour moi, c'est avant tout des questions, l'Anthropocène, plutôt qu'une réponse, parce que ça pose la question déjà de est-ce qu'on est véritablement dans une nouvelle époque géologique ? Il faut amener des preuves qu'on trouve ou qu'on trouverait dans les sédiments, donc dans les roches, pour pouvoir le déterminer. Et ensuite, il faudrait pouvoir fixer la date de ce basculement d'une époque à l'autre. Et finalement, en tout cas pour les géologues, un marqueur, c'est-à-dire quelque chose qu'on trouve dans les sédiments partout autour de la Terre, ou en tout cas à divers endroits autour de la Terre, qui est persistant, donc qu'on peut imaginer retrouver dans, par exemple, 10 000 ans, si des géologues sont là encore dans 10 000 ans et cherchent ce type d'éléments. Dans 10 000 ans, on devrait pouvoir trouver ces traces. Et cette proposition, elle a été élaborée pendant des dizaines d'années, 2 dizaines d'années à peu près. Donc le terme lui-même, il date du tout début du XXIe siècle. Et en 2024, la proposition a été déposée formellement auprès de l'Union géologique internationale qui s'occupe de faire cette espèce de grande chronologie, cette fresque chronologique de l'histoire de la Terre. Elle a été refusée. Donc elle a été refusée parce que du point de vue des critères purement méthodologiques de la géologie, c'est jugé comme... Enfin, en tout cas, la majorité du groupe s'est prononcée pour dire que c'était quelque chose de trop récent pour que ça ait une pertinence géologique. Néanmoins,
Ma définition est assez longue, mais néanmoins, ce terme, il a été théorisé, conceptualisé, récupéré par d'autres disciplines. À l'origine, c'est un chimiste de l'atmosphère qui le propose, donc c'est pas un géologue. Et il a soulevé toute une série de débats dans le monde académique, dans les sciences de la nature et les sciences de la culture, j'aime bien les appeler comme ça. Mais aussi au-delà, dans la société civile, dans le monde politique. Voilà. Oui, le chimiste dont vous parlez, c'est Will Stephen, et il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul, mais ce qu'il a mis en relation, c'est en effet à la fois l'évolution de nos modes de vie et de consommation, et des données biophysiques qui ont énormément changé, donc plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été quand même... Puis il y avait eu le Club de Rome en 72, etc. Ça a été un moment, en tout cas, de questionnement qui a ouvert un questionnement assez lourd. Et puis après, il y a deux débats. Il y a le débat sur la date. Certains diraient que 1510, par exemple, est une date très importante où on retrouvera probablement des marqueurs dans cette couche dont vous parlez, qui est ce moment où s'intensifie la traite transatlantique et où, au contact des populations qui sont dans les Amériques et notamment du Sud, en fait, il y a un désastre humain parce qu'on leur amène un certain nombre de maladies et on a une population qui, en quelques années, est quasi éradiquée et notamment au contact de ces maladies. Donc, peut-être on trouverait quelque chose. Mais il y a d'autres sources. Et puis après, l'autre débat, c'est cette question anthropocène. Si on revient à l'étymologie, donc scène, c'est l'époque, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais anthropos, c'est l'homme. Et donc, dans les faisceaux de preuves de ces effets négatifs de nos activités humaines sur le système Terre, c'est pas toute l'humanité qui est responsable de la même manière. Peut-être peut-on en parler un moment. C'est pour ça que pour moi c'est plutôt une question qu'une réponse. Donc ce terme il a été très vite critiqué par des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines et sociales pour la raison que vous venez de soulever. Est-ce que c'est l'ensemble de l'espèce humaine qui est responsable de ces bouleversements du système Terre ? Est-ce que ce serait plutôt les Occidentaux, les colons occidentaux, les personnes de couleur blanche, les hommes ? Et en fait, pour moi, il n'y a pas de réponse définitive et on n'aura jamais la réponse définitive. Et c'est là où c'est un peu délicat. Ne serait-ce que pour la question de la date, c'est un peu délicat de dire que 1950 serait le début de l'Anthropocène parce qu'on a une série de changements qui sont comme des marches d'escalier. Tout d'un coup, on a des fonctionnements civilisationnels qui vont venir perturber le système Terre. Et on est forcé, entre guillemets, du point de vue académique, d'en choisir une comme étant celle qui va marquer vraiment ce passage. En termes de responsabilité, c'est à peu près le même problème dans lequel on se situe. Donc, je ne sais pas si je prends par exemple... d'un point de vue féministe, on va plutôt insister sur la question du genre et de la responsabilité disproportionnée des hommes par rapport aux femmes dans ces changements-là. Et c'est une partie de la réponse, mais ça ne peut pas être la réponse définitive parce que peut-être que... Enfin, c'est pas peut-être, mais on pourrait y ajouter certaines régions du monde qui ont une responsabilité plus forte que d'autres, certaines classes sociales qui ont une responsabilité plus forte que d'autres. Évidemment, certaines personnes avec une couleur de peau qui ont une responsabilité plus forte que d'autres. Et ça va aussi dépendre de quelle époque on analyse. C'est-à-dire que si on considère que la colonisation d'origine européenne est le basculement du monde, on peut dire pré-anthropique, si on garde ce terme d'anthropocène, c'est le moment crucial. Dans ce cas-là, la responsabilité des peuples européens est engagée de manière plus importante. Mais vous voyez bien que dans un peuple européen, il n'y a pas tous les individus qui ont joué le même rôle. Donc, il faudrait distinguer dans les peuples européens qui est-ce qui a pris des décisions au détriment des autres. C'est toujours des luttes aussi. Donc, voilà, ça se complexifie très vite. Anthropocène, il a comme avantage
du point de vue des sciences de la nature, de dire on a une espèce en particulier qui modifie profondément le fonctionnement du système Terre et qui prend l'ampleur d'une force géologique comme l'érosion ou le volcanisme, des phénomènes de ce type-là. Mais il a le désavantage de mettre tous les êtres humains dans le même panier, que ce soit en termes de génération ou en termes aujourd'hui de genre, de classe sociale, etc. Oui, mais par contre, ce qui fait quand même consensus scientifique, c'est que les effets, au global, de nos activités humaines ont vraiment un effet, un impact, notamment sur les questions d'émissions de CO2 dans l'air. Ça, par contre, il y a quand même un vrai consensus, qu'on l'appelle anthropocène, pas anthropocène, que ça reste une question ouverte et qu'on cherche évidemment les responsabilités, mais je dirais plutôt les alternatives possibles. Cette chose-là n'est plus contestée. Absolument pas contesté dans le monde académique. Donc, ce qui est débattu, c'est la date de ce basculement, la cause de ce basculement, mais ce basculement, il fait l'unanimité. Ce basculement, il fait l'unanimité. Puis après, peut-être on peut parler d'une chose aussi, un tout petit moment qui est relatif au sujet qu'on aborde, c'est cette question de l'habitabilité et donc de la zone critique, ce qu'on appelle la zone critique, qui est cette toute petite couche sur cette planète qui est habitable pour l'ensemble des vivants dont nous faisons partie. Donc, qui ne va pas très haut dans l'atmosphère et qui ne descend pas très bas dans les sols. Et c'est ça, en fait, la vraie problématique pour les vivants aujourd'hui. Oui. Puis déjà, là, il faut distinguer de quels vivants on parle. C'est-à-dire que vous avez des bactéries qui vivent à 11 000 mètres de profondeur dans des endroits où vous avez des émanations de soufre qui sont complètement toxiques pour nous, les êtres humains. Vous avez des êtres vivants qui vivent dans des conditions de chaud ou de froid ou tardigrades, voilà, qui seraient totalement désadaptées pour nous. Donc il y a deux zones critiques, ça dépend de l'échelle qu'on embrasse. Si on se situe à l'échelle globale, et dans ce cas-là, le terme d'anthropocène, il est probablement pertinent. On a cette fine couche que vous venez de décrire, qui a déjà été en fait théorisée dans les années 1920 par un savant russe qui s'appelait Vernadsky, qui l'a nommé la biosphère, comme étant le lieu c'est-à-dire l'espace qui a été modifié par la vie, et pas seulement la biosphère comme l'ensemble des vivants. Donc il avait une définition un peu plus large de ce que c'était que la biosphère. Mais si on regarde à une échelle un peu plus fine, pour les êtres humains, la zone critique, c'est pas la même en termes d'altitude, de profondeur, que ce soit sous les océans ou dans les sols, et aussi à une altitude donnée, disons à la surface de la Terre. Il y a des zones qui sont inhabitables, d'autres qui le sont plus ou moins favorables, avec l'intervention ou non de la technique contemporaine. On peut évidemment repousser ses limites, mais c'est aussi une zone qui est en train d'être réduite par les changements qui sont en cours depuis en tout cas des décennies et des siècles, voire des millénaires. On peut débattre de cette chose-là. Et il y a déjà depuis longtemps des victimes de cette réduction, de cet espace d'habitabilité de la Terre par les espèces humaines, par l'espèce humaine, pardon. Et c'est une des critiques qui a été faite à la collapsologie, c'était de dire qu'en fait la collapsologie c'était une espèce de moment de réveil des sociétés blanches occidentales face à ce risque, alors que d'autres sociétés ou d'autres groupes sociaux sont en fait déjà victimes de ces bouleversements depuis en tout cas l'époque coloniale, où par exemple dans des régions comme l'Équateur ou la Colombie, c'est très bien documenté par von Humboldt, des zones en fait qui sont rendues inhabitables par la colonisation espagnole pour les personnes qui habitaient là auparavant. D'ailleurs, certains disent que pour eux, ils le disent pour eux-mêmes, que la fin du monde a déjà eu lieu. C'est plutôt puissant comme position. Donc, qu'est-ce qui vous amène à écrire Le Monde aujourd'hui expliqué à mon fils né ce matin, donc publié en 22? On se dit,
C'est la rencontre peut-être, je pose une hypothèse, d'un moment d'émotion personnelle très fort d'un enfant, et en même temps cette conscience du monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, avec toute une série de problèmes majeurs qui sont déjà là. D'ailleurs, c'est pas qu'ils s'annoncent, c'est qu'ils sont déjà là. Et donc, vous éprouvez le moyen, le désir de parler de ça. Est-ce que c'est cet enfant qui déclenche ou ça a été un prétexte, en fait, pour écrire ce livre ? Non, je pense que cette perspective-là a déclenché la volonté d'écrire ce livre, mais pour deux catégories de raisons. Une catégorie qui est très personnelle et une autre qui est plus publique, y compris pour ma famille, mes proches et le grand public. Mais il y a des raisons peut-être plus égoïstes, personnelles, qui sont que j'arrivais au bout de ma thèse de doctorat. Je n'avais pas prévu de poursuivre mon parcours dans le monde académique. Et le doctorat, c'est assez particulier parce qu'on passe son temps en fait à réduire l'objet auquel on s'intéresse. On arrive avec des idées assez générales et au fur et à mesure qu'on creuse un domaine de recherche ou plusieurs domaines de recherche, on réalise sa complexité et on est forcé, peut-être heureusement par les personnes qui nous guident, à spécialiser l'objet sur lequel on va passer le plus clair du temps de cette recherche. Et pour moi, ça a été un deuil très fort parce que j'étais exposé à toute une catégorie de savoir qui me passionnait déjà depuis des années, mais dont je ne soupçonnais pas l'ampleur. Et ça a été un deuil, en fait, de devoir se débarrasser de toutes ces connaissances au moment de la rédaction de la thèse de doctorat qui a été faite entre les sciences de l'environnement et les sciences de l'éducation, qui portait sur les politiques publiques en matière de durabilité dans la partie francophone de la Suisse. Et en fait, il y avait toutes ces connaissances en économie écologique, en anthropologie, en histoire environnementale, etc., dont je devais faire le deuil. Et j'ai pas réussi à le faire. Donc, après la fin de ma thèse, j'ai écrit un premier livre qui était la vulgarisation de cette thèse, et un second, celui-ci, qui cherchait à synthétiser toutes ces choses que j'avais apprises pendant un parcours académique qui a quand même duré 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais aussi l'impression que en changeant de métier, maintenant je suis enseignant, donc en étant moins au contact quotidien avec la recherche et en ayant un enfant, mon cerveau allait s'atrophier et que j'allais en fait perdre en... Et c'est vrai. C'est mon cas, hein, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans mon cas, mon cerveau s'est atrophié. C'est pas grave, je l'avais prévu. Je m'y attendais, j'avais choisi. Mais j'avais envie en fait de poser un système de pensée personnel, des connaissances, à un moment donné où je pensais être le plus affûté sur ces choses-là. Donc voilà, ça c'était les motivations de type très égoïste. Et après, j'avais aussi envie de porter ces connaissances dans l'espace public, et en particulier envers les jeunes adultes. Donc en fait, c'est pas écrit pour un enfant de un jour, c'est écrit pour des jeunes adultes. J'enseigne à des jeunes adultes qui ont surtout 20 ans, parfois plus, mais la plupart 20-21 ans. Donc le niveau de langage, c'est celui-là. C'est d'essayer de rendre tous ces concepts auxquels j'ai été confronté, que j'ai travaillé pendant longtemps, de les rendre le plus accessible possible. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Et en fait, je me souviens que j'avais lu un livre au moment de la réunion du G8 à Évian-les-Bains en 2003. C'est le début de ma politisation. Il y en a un cet été, donc ça fera les... C'est l'année où Greta Thunberg arrive aussi sur la scène internationale, 2003. J'ai pas compris, pardon. C'est l'année où Greta Thunberg arrive sur la scène internationale. Où elle naît, où elle naît, je veux dire, où elle naît, et ensuite... Oui. Alors ouais, ça j'étais pas au courant à ce moment-là, mais oui, bien sûr. Mais c'est aussi l'époque de la guerre du Golfe, oui. La deuxième. Donc c'était un moment de mobilisation politique assez intense autour du lac Léman, qui est pas très loin d'ici. Et je me souviens, dans le cadre des mobilisations contre la tenue du G8 ou en réaction aux discussions qui allaient avoir lieu là-bas à Évian, j'avais lu un livre qui s'appelait « La mondialisation, comprendre pour agir ».
et c'était un peu un premier contact avec ce type de théorie en sciences humaines et sociales. Et j'ai voulu écrire pas ce livre-là, mais en fait le livre que j'aurais pu avoir entre les mains à ce moment-là et qui m'expliquerait comment fonctionne le monde dans lequel j'évoluais. J'avais 20 ans, 19-20 ans. Donc je trouve qu'en fait, c'est le livre dont j'aurais rêvé à 19-20 ans que j'ai voulu écrire, qui brosse un tableau un peu du fonctionnement du monde tel que moi, je le concevais à ce moment-là. Vous faites les deux dans votre livre. Vous brossez effectivement un tableau pour donner les clés de compréhension du monde dans lequel on est. Donc ça, on voit bien une volonté d'être accessible et d'être pédagogique. Voilà. Et en même temps, vous offrez quand même aussi des pistes pour modifier les trajectoires, quoi, hein. Donc, c'est deux choses-là qui sont intéressantes. D'abord de l'acculturation et ensuite de voir il existe des pistes. Et ça vous paraissait important d'être à la fois dans ce qui peut nous désespérer et en même temps ce qui peut nous donner du grain à moudre, en tout cas l'énergie suffisante pour continuer. Alors pour être parfaitement honnête, non. Moi, mon besoin et mon envie, c'était de pouvoir vraiment donner des clés de compréhension du monde le plus facilement accessible possible. Mais quand on écrit un livre de ce type-là, où on brosse un tableau finalement sombre du fonctionnement de nos institutions politiques, de l'état du système Terre aujourd'hui, des causes de ces choses-là, c'est aussi un écho avec mon parcours académique. Mais d'abord, on comprend ce qui ne va pas, ensuite on comprend pourquoi ça ne va pas, ensuite on comprend pourquoi ça ne change pas et que ça continue à ne pas aller. Donc, écrire un livre comme ça, c'est un petit peu vilain. Vilain. Oui, c'est maltraitant pour les gens qui vont le lire. Donc, on a une espèce d'obligation morale de poser il faut mettre des énormes guillemets à solution, mais des pistes de sortie. Et l'autre raison, c'est l'éditeur qui ne veut pas publier un livre de ce type-là, avec des raisons qu'on peut comprendre. Mais évidemment que l'éditeur a beaucoup insisté pour que il y a eu des ouvertures sur la fin, et je lui en suis parfaitement reconnaissant parce que je pense que ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans ma réflexion. Parce que justement, la réception du livre, et je pense à la jeunesse dont vous parlez, comme on le sait, en tout cas, dans la majorité des cas, aujourd'hui, l'école, elle forme pas du tout. Quand je dis l'école, je veux dire avant les études. Hein. Déjà, les études supérieures, pas forcément, mais en tout cas avant. Et ne sont pas organisées aussi de manière transdisciplinaire. Et donc, c'est quoi la réception d'un jeune de 20 ans, là, vous parliez qui lit votre livre, hein, qui, pour certains, découvre le monde que vous décrivez, qui est effectivement pas complètement rose. Et ça produit quoi ? Parce que si aujourd'hui vous êtes enseignant, vous êtes au contact avec cette jeunesse. Comment réagissent-ils ? Alors, je ne sais pas exactement comment ils réagissent parce que moi, je ne force pas mes étudiantes et mes étudiants à lire et j'en parle même pas parce que j'ai toujours trouvé détestable mes professeurs à l'université qui posaient comme livre obligatoire leur propre manuel. Alors, je ne pensais pas du tout à ça. Hein. Je pensais à d'autres. En fait, j'ai pas beaucoup de retours de cette catégorie-là de la population. J'ai des retours d'enseignantes et d'enseignants qui l'utilisent. Apparemment, c'est un peu trop d'informations d'un coup. Donc, ils proposent de le lire à cet âge-là en plusieurs étapes. Mais que ce soit ce livre ou les questions environnementales ou décoloniales ou autres, avec cette catégorie de la population, c'est un thème qui est étudié en sciences de l'éducation depuis un certain temps. Et il y a évidemment toute une discussion autour de l'éco-anxiété que peut produire ce type d'information. Moi, j'ai personnellement, dans ma pratique, essayé toutes sortes de choses pour essayer de gérer les émotions que ça provoque. Je fais jamais deux fois la même chose parce que je suis jamais satisfait du résultat. Par contre, là où le point auquel je suis arrivé, mais je suis pas le seul à avoir cette position, c'est de dire que
on ne peut pas passer sous silence ces choses-là. En fait, ce serait malhonnête. Et les élèves sont en général d'accord avec cet énoncé. Ce serait malhonnête de sortir de la formation obligatoire ou du lycée, enfin du niveau secondaire post-obligatoire, sans avoir une compréhension de l'état du monde dans lequel se trouvent ces personnes-là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus anxiogène pour des adultes plus âgés que pour des adultes jeunes ou des adolescents. Même si la bascule, elle peut être assez violente entre l'insouciance de l'enfance et la découverte de ce monde-là. Mais j'ai l'impression qu'à 20 ans, on est mieux armé émotionnellement pour intégrer ce type d'information. Quand on parle de ce type de questions à des adultes qui n'en ont pas entendu parler avant, je trouve que les réactions, elles sont plus violentes. Ça ne veut pas dire verbalement plus violentes, mais ça provoque par exemple du déni, du rejet complet. Donc, oui, mais le déni se situe sur, parce qu'il y a plusieurs endroits, ça peut être, ou l'émotion forte, hein, peu importe, ça peut être l'information sur l'état du monde, c'est-à-dire les effets délétères de nos activités sur ce qu'on appelle cette crise de l'habitabilité. Donc ça, c'est une première chose. Et puis les deuxièmes, et c'est peut-être là que les générations plus anciennes sont heurtées, c'est les responsabilités, c'est-à-dire les modes de vie auxquels, entre guillemets, si je prends que le monde occidental, puisque c'est celui que je connais le mieux, qu'on nous a vendu depuis, on va dire, les années 60, 70, très consumériste, très consommateur, etc., etc. Donc, la surprise ou la colère ou le déni se situe à quel endroit? Sur les raisons ou sur le fait de se sentir attaqué en responsabilité sur les modes de vie, en fait? Sur la modernité, quoi, pour faire simple, quoi, sur cette modernité qu'on nous a vendue. Pour l'émotion qui est derrière l'éco-anxiété et tout ce système d'affect, c'est la peur. Et la peur, on peut la ressentir à 20 ans parce qu'on est encore là pendant a priori 60 et quelques années. Mais on peut aussi la ressentir à 90 ans parce qu'on a des petits-enfants qui ont 5 ans. On peut la ressentir dans son intégrité physique. Je pense que c'est quelque chose qui est plus sensible avec l'âge. Donc, cette peur, en fait, à mon avis, elle peut arriver à n'importe quel âge. Donc, voilà, j'ai l'impression que les jeunes, déjà, ils sont en principe beaucoup mieux informés que les adultes sur ces questions-là, a priori, par d'autres biais que l'école. Ce qu'on peut faire à l'école, c'est préciser, conceptualiser, complexifier, chercher des solutions, qui sont faites des solutions qui peuvent être beaucoup plus satisfaisantes que les solutions qu'on entend de manière hégémonique dans le domaine public. Donc, voilà. Quelle solution? On peut imaginer ou bien celle qu'on entend dans l'espace public? Non, celle qu'on peut imaginer. Bon, là, il y a toute une série de solutions, je dirais, mais moi, les deux champs que je connais le mieux et qui me permettent de trouver les réponses les plus satisfaisantes de mon point de vue, c'est la décroissance et la technocritique. La technocritique, c'est quelque chose dans lequel je me suis plongé relativement récemment, donc c'est très peu dans cet ouvrage. Mais réfléchir au rôle des techniques dans notre civilisation et de leur dimension politique, c'est à mon avis absolument essentiel parce que le débat sur croissance-décroissance, il est déséquilibré, mais il est présent. Puis, on est au bon endroit pour en parler, mais et pour la technocritique aussi, en tout cas dans le monde francophone, ça se passe pas très loin de Lyon. Mais c'est des enjeux dont on entend parler, y compris en Suisse, où les questions de croissance se posent pas de la même manière qu'en France, alors que la dimension politique des techniques, elle est quasi absente. Enfin, elle s'impose comme ça, les unes après les autres. Le cadre légal et les débats politiques ont toujours des
des dizaines d'années de retard sur ce que le marché déploie, comment ça transforme nos existences, comment ça transforme l'ensemble de nos activités économiques et non économiques. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est les deux champs d'appui théoriques à creuser pour pouvoir imaginer d'autres choses. Puis, ce qu'on peut imaginer, en fait, c'est beaucoup plus connu. Isabelle en parlait avant quand elle présentait d'autres ouvrages de Métis Press, mais l'adaptation des modes de transport, des modes de production de l'alimentation, du travail, etc. Ça s'imagine, je pense, plus facilement. À partir du moment où on arrive à penser aux macrostructures qu'on pourrait avoir, qui seraient différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, vous dites que cette jeune génération que vous côtoyez, pour le coup, hein, de part de votre métier d'enseignant, vous la trouvez, de manière générale, plutôt informée, plutôt en capacité justement d'entendre ces questions, que toutes les solutions ne sont pas techniques, évidemment, et que la question du volume de nos activités n'est pas simplement le cœur de nos activités, c'est quelque chose à réinterroger. Vous les sentez pas en colère par rapport à ça, par rapport au monde d'avant, par rapport à cette idée de progrès infini, de ressources infinies qu'a connu. Hein. C'est en tout cas dans l'esprit, la génération née, on va dire, cette petite parenthèse de notre histoire humaine après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Que vraiment c'était, voilà, tout était infini devant nous, tout était possible. Il y a plusieurs parties dans la question, mais alors beaucoup plus en colère que les adultes plus âgés, ça c'est sûr, et en colère contre les adultes plus âgés, ça fait pas de doute. Par contre, réceptif et réceptive à la remise en cause de la croissance, au questionnement du monde technique, certainement. Je l'ai fait encore hier, avant-hier, en classe. C'est des questions qui n'étaient pas forcément présentes à l'esprit de tout le monde, mais qui sont traitées en fait comme une question et pas comme un argument politique à rejeter. Et plus on avance dans l'âge, plus la tendance à rejeter ces choses-là, par défaut, elle me semble forte. Mais je vous donne un exemple très concret sur l'aliénation par les réseaux sociaux ou l'usage du téléphone portable dit intelligent. C'est impressionnant de voir à quel point les jeunes adultes, les adolescents aussi, les grands adolescents, sont conscients et conscients des risques qui sont associés à ces usages. Alors que, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est une expérience très personnelle, il n'y a rien de systématique et d'académique là-dedans. Pour moi, les pires usagers des objets numériques et des réseaux, c'est les grands-parents qui utilisent ces objets de manière complètement débridée. Débridée et sans recul critique. Alors évidemment, je généralise, mais voilà, c'est la catégorie de la population qui me fait le plus souci. Et évidemment qu'elle est aussi en lien avec les enfants, donc c'est pas un exemple incroyable. Je peux vous donner un exemple concret si vous voulez. C'est pas mon fils, mais c'est quelqu'un de ma famille, dont c'est une jeune fille qui a une dizaine d'années, et avec son groupe de copines, elles se sont imaginées être chacune un dragon avec des super pouvoirs différents, une apparence différente, etc. Et elle en parle à son grand-papa, qui lui dit regarde, on va prendre la tablette et puis on va générer l'image de ton dragon à l'aide d'une intelligence artificielle générative. Et du coup, cette chose qui était dans son imaginaire à un âge où c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui, je ne suis pas psychologue cognitif, mais j'imagine est important pour le développement du cerveau, tout d'un coup est brisée par une image qui est imposée à cette jeune fille. Donc, c'est peut-être anecdotique, mais pour moi, ça illustre ces choses-là. Alors, cette jeune fille, évidemment, elle n'a pas le recul critique parce qu'elle a que 10 ans, mais
les jeunes d'une vingtaine d'années, ils sont tout à fait conscients de leur addiction à ces objets. Ils savent à peu près combien de temps ils passent dessus, ils connaissent les risques qui sont associés. Et pour certains, certaines, ils aimeraient bien se défaire de cette dépendance, mais c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que ça s'insère dans un système social qu'on peut pas forcément se débarrasser de cet objet ou de telle application qui nous met en lien social avec les autres si c'est le mode de fonctionnement hégémonique de nos proches. Mais on voit bien dans votre... Parce que vous avez publié d'autres livres que la question de la jeunesse, enfin du jeune public, des jeunes citoyens, je ne sais pas quel est le terme. Vous aviez publié avant le titre chez Métis Presse en 21, Au bord de l'eau, vers une école éco-logique. Qui posait cette question, faut-il changer l'école pour changer de modèle de société ou changer de modèle de société pour changer l'école. Plus récemment, vous avez publié chez l'être humain et le système Terre, qui est là vraiment destiné aux lycéens, voilà, et à leurs enseignants. Et puis, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Vous avez aussi publié en 2024 chez Torticolis et Frères. J'avoue que je ne connais pas cette maison d'édition, mais je trouve ça très joli de le dire. Un roman, cette fois-ci, qui s'appelle Carte postale, et qui d'une autre manière, dit ce dont vous parlez dans vos autres livres, évidemment, mais qui raconte 5 trajectoires de vie dans le monde d'aujourd'hui, pour reprendre le titre de Métis Presse. Donc on voit bien que pour vous, cette question de diffuser ce monde qui est par différents endroits, parce que c'est pas quand on écrit un manuel ou quand on est publié chez Métis Presse ou qu'on écrit une fiction, on n'est pas tout à fait, en tout cas on tente de saisir, d'élargir une résonance quoi, de ce qu'on a raconté. Donc on sent que cette question-là vous tient vraiment à cœur, parce que ça fait quand même beaucoup de livres en peu de temps, et il faut du temps pour écrire un livre. Et donc cette question, vous vous sentez dans une urgence de la diffusion de ce monde, et donc d'en être parfaitement informé et conscient, et en même temps de pouvoir vivre avec. Je pense que là, je suis arrivé au bout. J'ai fait aussi dernièrement un album de bande dessinée qui s'appelle L'illusion helvétique, mais qui reprend les mêmes thèmes appliqués à ce merveilleux pays qu'est la Suisse. Et donc je pense que j'ai un peu balayé toutes les formes de production écrite qui me venaient en tout cas à l'esprit. Je crois que c'était plutôt une question de responsabilité morale, de me dire en fait j'ai bénéficié d'une formation très poussée par le biais de ma famille et ensuite du système, en tout cas en Suisse, qui permet de passer beaucoup de temps à apprendre des choses sans dépenser beaucoup, parce que pour l'instant en tout cas, même si c'est en train d'un peu évoluer, les études académiques sont un peu chères. Et j'avais un peu ce sentiment de responsabilité de dire j'ai passé 20 ans à apprendre toutes ces choses, à lire, à écouter des gens géniaux. Il faut que je sorte ces connaissances du monde académique pour pouvoir un peu les disséminer dans l'espace public, parce que je voyais bien que entre les générations précédentes ou une partie de mes élèves, ou même de mes collègues qui actuellement forment les générations présentes et à venir, on était loin de ce niveau de compréhension du fonctionnement du système Terre, le concept d'anthropocène par exemple, il est inconnu par la majorité des enseignantes et des enseignants au secondaire post-obligatoire en Suisse. J'imagine que c'est peut-être, je sais pas comment ça fonctionne ici, si c'est dans les manuels du ministère ou pas. Mais voilà, donc c'est vraiment un processus de vulgarisation. D'abord de ma thèse, là c'était plutôt à destination du monde scolaire, des parents aussi, pour pouvoir penser une autre institution. Ensuite de toutes ces autres connaissances qui sont dans le livre dont on parle aujourd'hui. Mais après, pour ce qui est du roman, il restait quelque chose à l'intérieur de mes tripes là, parce que moi j'ai vécu beaucoup de colère quand j'ai appris ces choses-là en tant qu'étudiant, et
ça, j'avais pas pu le dire ni dans un texte académique, ni dans sa vulgarisation, ni même dans un essai où on n'a pas besoin de référencer, justifier, voilà, exposer les différentes écoles et points de vue, et puis en sélectionner une pour telle ou telle raison. On peut y aller, enfin, on peut déployer une pensée qui est politique, mais il restait quelque chose de beaucoup plus voilà, émotionnel, poétique au sens général du terme. Et là, en fait, je voyais pas tellement d'autres formes que le roman, que j'écris exactement au même moment que Le Monde d'aujourd'hui. Je les ai écrits les deux sur un bateau où j'ai passé 3 semaines. Puis je suis un peu psychorigide, donc j'avais un plan. Il faut que j'écrive 12 chapitres de ce livre. Il y a 5 histoires dans l'autre, Oui. avec 5 chapitres pour chacune des histoires. Donc j'avais 27 chapitres. Je ne sais plus combien de jours de bateau. Il fallait que chaque jour, le premier jet du chapitre soit fait. Et en fait, dans ce roman, j'ai pu raconter exactement la même histoire que dans Le Monde d'aujourd'hui, sauf sans aucun concept, à travers des personnages qui naissent à 5 endroits différents dans le monde et qui voilà, évoluent dans leur vie et qui sont confrontés à ces macrostructures que j'ai décrites précédemment, ce monde hypercapitaliste, technologiste, destructeur de l'environnement, néocolonialiste, etc. Donc, il y a des gens qui vivent dans des pays pauvres, il y a des gens qui vivent dans des pays riches. Mon grand regret dans ce roman, c'est qu'une des lectrices m'a dit j'ai lu ton livre et je me suis dit que j'avais tellement de chance de vivre en Suisse. Et je me suis dit que j'avais raté mon livre parce que le but, c'était de dire que c'était partout les mêmes structures qui contraignent la vie de tous les individus. Évidemment, avec des différences importantes suivant d'où on vit, dans quelle classe sociale on est, etc. Mais si je devais réécrire ce livre, le 6e personnage, il grandirait pas très loin de chez moi, dans le Lavaux, c'est les vignes qui surplombent le lac Léman, là, où énormément de personnes fortunées achètent ou louent des maisons dans les petits villages viticoles qui sont sur une pente comme ça, avec la vue sur le lac, les Alpes, etc. C'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai un ami qui a coutume de dire que pour lui, c'est le pire endroit en Suisse, parce que c'est une monoculture de vignes qui utilise tous les produits phytosanitaires de synthèse possibles et imaginables. Apparemment, c'est la pire qualité de l'air de toute la région. C'est pire d'habiter là, dans cette zone rurale, qu'habiter au plein centre-ville. Mais ce 6e personnage, ce serait quelqu'un issu d'une famille extrêmement riche, qui naîtrait dans une grande villa avec une piscine, là, qui ferait la fête et qui, vous l'avez peut-être vu suite à l'incendie qu'il y a eu dans cette boîte de nuit à Crans-Montana cet hiver. C'est pas n'importe quelle classe sociale qui a été impactée par cet événement en écrasante majorité, parce qu'il y avait aussi des gens qui travaillaient dans cet endroit, mais en tout cas les gens qui fréquentaient cet endroit pour s'amuser, qui avaient pour certaines et certains moins de 15 ans, provenaient de certaines familles qui fréquentent ce lieu, qui autorisent aussi un certain nombre de choses à leurs enfants, et qui en fait sont pas des gens qui sont plus heureux que d'autres. Enfin, c'est pas ce critère-là qui va déterminer leur niveau de bonheur. Moi, je fréquente indirectement des gens de ce milieu-là. Il y a des problèmes de drogue, de maltraitance. Enfin, c'est pas l'aboutissement du développement occidental d'atteindre ce niveau de richesse et ce niveau de pouvoir. Donc, c'est pour ça que vous aviez titré le livre Carte postale, parce que carte postale, c'est l'inverse de ce que vous nous décrivez, quelles que soient les trajectoires des 5 personnages qui traversent le livre, moins celui que vous n'avez pas encore écrit, mais que vous écrirez peut-être. C'est une ironie, parce que la figure de la carte postale, c'est le contraire, c'est la vue sur le lac Léman, ou je sais pas quoi, sur une île paradisiaque, ou en haut des cimes. Enfin, c'est très très beau, quoi. C'est très paisible. Et là, c'est pas du tout cette affaire. C'est une idée de l'éditeur, c'est vous. Comment ça s'est passé ? Le titre que j'avais soumis, c'était Je hais les voyages. Ah ouais, très différent. C'est pas de moi, hein, évidemment. Et en discutant avec l'éditeur, on a trouvé Carte postale qui est, à mon avis, super, parce qu'en fait, donc ces 5 personnages,
évolue dans des pays dans lesquels je me suis rendu. C'est le moment de ma confession. J'étais un grand voyageur dans ma vingtaine. Et en fait, c'est des choses que j'ai vues. En fait, pour moi, c'est impossible d'aller quelque part sans voir des flux de matière et d'énergie et des injustices sociales. Donc, quand je me promène à Lyon, je me dis d'où vient cette pierre, d'où vient ce pot de fleurs, etc. Quel est le processus industriel d'extraction de métaux qui est derrière, où est-ce que ça va partir, comment ça va modifier cette fine couche à la surface de la Terre, etc. Donc, c'est pas toujours drôle, hein, mais c'est passionnant. Et en fait, quand je voyage plus maintenant, ou quasiment plus, mais dans des endroits très proches où le but c'est de rien faire en général, ou de marcher. Mais cette carte postale, elle raconte ça. Elle raconte ce que j'ai vu au Brésil, ce que j'ai vu en Éthiopie, ce que j'ai vu au Japon ou ailleurs. Alors évidemment déformé un peu par le parcours que j'ai pu faire entre le moment où je suis allé dans ces endroits et le moment où j'ai écrit ces textes. Mais c'est une carte postale que j'envoyais en particulier à mes proches, mes amis, enfin ma famille, mes amis et d'autres. Hein. Mais en fait, je rentrais d'un long voyage sur un bateau en me disant je vais changer de vie, je vais plus être un chercheur, je vais être un enseignant, je vais plus être sans enfant, je vais avoir un enfant. Et en fait, j'ai plus envie de voyager parce que c'est tellement dur de s'extraire des circuits touristiques, de cette quête de l'exotisme. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur le tourisme, mais on pourrait faire une émission entière là-dessus. On va pas pouvoir, là. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de partir de chez moi à pied et puis d'aller dans un endroit que je connais pas que de venir à Lyon où, en fait, j'ai de la peine à sortir de ce qui a été conçu pour m'orienter. Alors j'essaye, je me dis je vais aller là-bas, puis je vais là-bas, et c'est super, je fais des super découvertes, j'adore cet endroit, mais voilà, le voyage en tout cas, comme on le conçoit de manière dominante en Occident, et en particulier en Suisse, qui est, je crois, le pays insulaire dont les habitantes et les habitants prennent le plus l'avion, alors que c'est au centre de l'Europe, puis qu'on est connecté en train avec plein d'endroits, mais enfin voilà, et en particulier dans ma profession où on a toutes ces vacances et que chaque lundi de rentrée, c'est comment c'était tes vacances, où est-ce que tu vas aller, t'es allé où, tu vas aller où la prochaine fois. Donc pour moi maintenant voyager c'est quelque chose de complètement différent. Donc je ne pourrais pas écrire la suite de ce livre, à part le 6e personnage. À part le 6e personnage. Et écoutez, Daniel Curnier, je vous remercie. Puis de vous montrer aussi bouleversé dans ce bouleversement global finalement. Et peut-être quand même, il y aura un autre livre un jour, parce que c'est quand même toujours très engageant, à la fois d'écrire et puis pour nous lecteurs de lire. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.